Alors un petit mot avant de commencer. Comme on est en distanciel, forcément on va pas pouvoir faire autant de choses que quand on est en présentiel. Mais c'est pas grave, on va réduire un petit peu le programme. Il nous reste pas beaucoup de notions essentielles nouvelles à voir. Principalement, on va travailler encore un peu sur les quadrivecteurs, voir les notions d'énergie et d'impulsion, et puis finir sur l'électromagnétisme. Euh, voilà, mais avant de reprendre le cours, j'aimerais revenir sur votre examen partiel. Ok, je vais vous proposer un corrigé maintenant. Euh, Au niveau des notes, la moyenne est de 11,5. L'écart type de 4,24. Note minimum à 5, note maximum à 20. Sans ajustement, c'est-à-dire 20 c'est tout bon. Et c'est bon, une moyenne à 11,5, c'est pas catastrophique, mais oui, attention, l'énoncé était quand même très simple, enfin de mon point de vue, donc on pouvait s'attendre à une meilleure moyenne. D'accord, donc voyez, c'était surtout des questions de cours. D'accord, donc essayez de bien revoir le cours. Bien sûr, si vous avez eu une note en dessous de 12, on va dire, ça vaut vraiment le coup de revoir le cours jusqu'à présent. Alors, donc maintenant, on va faire un corrigé rapide de ce partiel. La première question, vrai ou faux, le temps propre le long d'une ligne d'univers dépend du référentiel dans lequel il est calculé. Alors le temps propre le long d'une ligne d'univers. Ok, on a vu que le temps propre était un invariant de Lorentz. Qu'est-ce que ça veut dire un invariant de Lorentz? C'est une quantité qui ne dépend pas du référentiel dans lequel il est calculé. Donc le temps propre de quoi que ce soit en fait ne dépend pas du référentiel dans lequel il est calculé, puisque c'est un invariant de Lorentz, donc cette première proposition est fausse. Alors, la deuxième proposition, si je mesure avec une règle la longueur de deux lignes d'univers sur un diagramme d'espace-temps, à quoi ça correspond donc? Ici, on a un petit diagramme d'espace-temps, le temps en fonction de l'espace, et ici j'ai représenté trois exemples de lignes d'univers. Là, j'ai pris trois exemples qui correspondent à des vitesses constantes, une vitesse à peu près la moitié de la vitesse de la lumière, à peu près trois quarts de vitesse de la lumière, et puis un rayon lumineux qui va à la vitesse de la lumière. Et imaginons que donc on a une ligne d'univers avec un point de départ, un point d'arrivée. Si je mesure avec une règle ces trois segments, elles ont la même taille. Elles ont la même mesure avec une règle. D'accord, donc on est dans ce cas-là. Si je mesure la longueur avec une règle et que je trouve la même valeur, alors la question c'est est-ce que les temps propres qui s'écoulent pour les voyageurs suivant ces lignes d'univers sont les mêmes? Eh bien non. Alors on peut le voir de plusieurs façons. D'abord, si on compare cette ligne d'univers là par exemple avec la ligne d'univers qui correspond à un rayon lumineux. Eh bien, sur cette ligne d'univers, il y a un certain temps propre qui s'écoule, un temps propre non nul, tandis que sur la ligne d'univers qui va à la vitesse de la lumière, on a vu que le temps propre est nul. Donc même si on a la même mesure sur ce diagramme, donc même si on a la même longueur mesurée avec une règle, on n'a pas le même temps propre. Une autre façon de le voir, c'est
en comparant ce que ça veut dire la longueur mesurée avec une règle, donc en prenant comme exemple simple des lignes univers qui soient des segments de droite. Dans ce cas-là, la longueur mesurée avec une règle, c'est racine carrée delta x carré plus delta t carré. Tandis que le temps propre, c'est racine carrée de delta t carré moins delta x carré. Donc c'est là toute la différence. La vraie mesure dans un diagramme d'espace-temps, la vraie mesure de l'espace-temps, c'est pas la longueur mesurée avec une règle, c'est le temps propre. Voilà, alors le fait qu'on mesure avec une règle, c'est pas ça qui est important, c'est surtout pour dire qu'il faut se méfier, c'est pas parce qu'on a deux segments de droite qui ont l'air équivalents qu'on a le même temps propre. Donc voilà, c'était faux. Et puis la composition des vitesses, ça je vais pas trop argumenter, c'était un résultat du cours en 1D. En 1D, la vitesse de r secondes par rapport à r est égale à la vitesse de r' par rapport à r plus la vitesse de r secondes par rapport à r' sur 1 plus vv'. Ok, alors fallait pas confondre avec le problème 3D où on a une expression pour wx, pour une autre expression pour wy, une autre pour wz. Voilà, ceci dit, l'expression pour wx est la même que celle-ci. Et il y en a plusieurs qui ont répondu juste w égale v plus v'. Et donc ça ne marche plus en relativité, puisque par exemple si on a un système qui voyage, imaginons que le référentiel r' va à 3/4 de la vitesse de la lumière par rapport à r, et que le référentiel r seconde va à 3/4 de la vitesse de la lumière par rapport à r'. D'accord? Je vais essayer de l'écrire ici. Donc ça veut dire que v serait égal à 3/4. Trop gros. Hop. Ça devrait aller mieux. Donc v serait donc égal à 3/4. V' serait donc égal à 3/4. D'accord, de la vitesse de la lumière, mais on peut normaliser c par 1. Et donc 3/4 plus 3/4, ça ferait 1 fois et demi la vitesse de la lumière, si la formule c'était juste v plus v'. D'accord, et un résultat très important de la relativité, c'est que, c'est même une hypothèse, c'est que la lumière se déplace toujours à la vitesse constante c, qui est la vitesse limite de l'univers, la vitesse maximale de l'univers. D'accord, hein, je répète un peu ce que je viens de dire. Un résultat important, c'est qu'on a une vitesse maximale de l'univers constante, qui ne dépend pas du repère, du référentiel, qu'on appelle c. Et parmi les hypothèses, on a le fait que la lumière se déplace toujours à la vitesse c, et que on ne peut, et voilà, c'est la vitesse. Enfin là, ce qui est important, c'est que donc c, c'est une vitesse maximale, une vitesse limite. Donc w ne peut pas être égal à v plus v', sinon on dépasserait la vitesse de la lumière. Si on divise par cette quantité, il n'y a pas de problème, on retourne en dessous de 1. Voilà, donc c'est tout pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, on a un problème à une seule dimension x. Réaliser un diagramme d'espace-temps xt dans un référentiel inertiel R et représenter plusieurs choses. Alors, voilà, j'ai commencé par mettre en noir les axes. En noir les axes t et x.
Et puis on demande de représenter un rayon lumineux qui se propage vers les x négatifs. Donc avec la normalisation de C égale 1, les rayons lumineux sont à 45 degrés par rapport aux axes. Et ici on en a un qui se propage vers les x positifs, puisque quand le temps augmente, x augmente. Et ici on a un rayon lumineux qui se propage vers les x négatifs, puisque quand le temps augmente, x diminue. Donc pardon, j'ai oublié de mettre le pointeur. Donc ça c'était le rayon lumineux qui se propage vers les x positifs, et ici le rayon lumineux qui se propage vers les x négatifs. Donc il fallait représenter ça pour le petit 1. L'ensemble des points correspondant à la position constante, x' égale 0, eh bien ça correspond à x égale vt. Donc c'est cette droite ici, correspondant à x égale vt. Ici, j'ai essayé de prendre un angle qui soit un quart de 45 degrés, puisque la vitesse était donnée comme égale au quart de vitesse de la lumière. Et pour le petit 3, t' égale 0, donc c'est une droite ici qui est le symétrique de x' égale 0 par rapport au rayon lumineux. Donc pour le petit 3, c'était ça. Alors, pour l'exercice 3, la vide d'un muon, il y a eu pas mal de confusion. En fait, souvent, vous avez mélangé des notations que vous aviez pris en TD, où le référentiel en quelque sorte fixe était, vous l'aviez appelé S' ou R', et tandis que le référentiel mobile en quelque sorte, vous l'aviez appelé R ou S. Alors fixe et mobile, bien sûr, ça ne veut rien dire. Là, le problème, c'était une particule qui se déplace par rapport à quelque chose. Et donc quand je dis mobile, c'est en fait le référentiel qui appartient à la particule, voilà, qui se déplace par rapport à autre chose qu'on peut considérer fixe. Et donc vous avez mélangé ces notations R et R' avec peut-être un autre choix naturel qui est d'appeler le repère de la Terre comme S et le repère du muon comme S', et de noter les coordonnées de la Terre, les coordonnées du point de vue de la Terre comme xt et les coordonnées du point de vue du muon comme x'T'. Voilà, souvent vous avez fait ça, mais vous avez repris des formules du TD où le choix était l'inverse. Et du coup, vous trouvez des formules Enfin, les formules ne sont pas adaptées. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Alors comme il y avait pas mal de confusion entre les x et les x' et les t et les t', ici j'ai choisi de ne pas utiliser la notation x ou x', mais x' ou x muon, ou t' et t muon. Voilà, donc on peut commencer par représenter dans un diagramme d'espace-temps dans le référentiel de la Terre le mouvement du muon. Donc il naît ici et puis il se désintègre en un certain point de l'espace-temps. Du point de vue du muon, x mu est toujours nul. Alors vous voyez que ici dans le temps, la position du muon par rapport à la Terre, enfin le xt augmente, donc le muon se propage dans la direction des x positifs, ce qui veut dire qu'en fait le centre de la Terre se trouve quelque part à droite, d'accord, et que en fait là-bas on est haut dans l'atmosphère
Et puis quelque part ici, quelque part entre 0 et le centre de la Terre, on a la surface de la Terre. D'accord? Et puis on se désintègre quelque part dans l'atmosphère. Et bien sûr, il y en a qui ont fait le choix inverse, c'est tout à fait possible, mais donc ça change les formules, mais à la fin on trouve le même résultat. Le choix inverse, c'est-à-dire de dire que le muon se propage vers les x négatifs, voilà, en disant que le centre de la Terre est quelque part à gauche et que le haut de l'atmosphère est quelque part à droite. Mais donc là, j'ai fait ce choix. C'est aussi tout à fait possible de représenter ce qui se passe dans un diagramme d'espace-temps du point de vue du muon, avec des axes à angle droit x mu t mu, d'accord, et des axes x t t t qui ne soient pas angle droit, et de même on doit trouver les mêmes résultats. Alors la question 1, c'est exprimer le temps de vie du muon par rapport à la Terre, sachant que le muon parcourt une distance d et va à une vitesse v. Donc on pouvait juste donner tout de suite d sur v. Sinon, si on veut faire un raisonnement à peu près un peu relativiste, on peut dire que le muon a pour coordonnée x mu égale 0, mais on nous demande ce qui se passe du point de vue de la Terre. Donc du point de vue de la Terre, x mu égale 0, ça correspond à xt égale vt. D'accord? Du coup, le temps de vie du point de vue de la Terre, c'est juste le déplacement du point de vue de la Terre divisé par la vitesse. Donc d sur v. Question 2. Exprimer le temps de vie du muon par rapport à lui-même, par rapport à un référentiel solidaire à lui-même. Donc on est ici. Ah oui, au fait, n'hésitez pas à... Je vais à la vitesse de mes notes, mais vous avez ça va peut-être trop vite pour que vous preniez des notes. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à chaque fois que je vais trop vite. D'accord? Et donc c'est normal si la vidéo dure moins longtemps qu'une session de cours, hein. C'est pour vous laisser le temps de faire des pauses et de prendre des notes. Donc, petit 2, le temps du point de vue du muon est relié aux coordonnées du point de vue de la Terre par l'une des deux équations principales de la transformée de Lorentz. Voilà, et il en est de même pour les intervalles de temps et les intervalles d'espace. Or, donc il nous faut le delta xt. Le delta xt. Le delta xt, c'est quoi? On l'a déjà utilisé ici, en fait. Le delta xt, c'est l'intervalle d'espace du point de vue de la Terre, c'est juste d. C'est la définition de d. Voilà, donc ici, il y a un morceau qui est parti quand j'ai scanné, c'est delta t. Voilà, donc delta xt c'est juste v delta tt. Donc substituer ici. On peut donc mettre delta tt en facteur ici. On se retrouve avec du 1 moins v carré en haut, du racine de 1 moins v carré en bas. Donc finalement, ça nous donne du racine de 1 moins v carré en haut, c'est-à-dire l'inverse de gamma. Donc delta t mu égale delta tt sur gamma. Et on peut reprendre l'expression de delta tt, qui est toujours valable. Voilà, c'est d sur gamma v. Question 3. Exprimer l'épaisseur de l'atmosphère traversée par le muon, mesurée dans le référentiel du muon. Alors c'est un peu plus... oui, pardon, avant d'aller dans la question 3,
vous pourriez être étonné par le fait que le résultat donne un temps plus petit que le résultat d'avant. Donc, est-ce qu'on a contracté les temps? Eh bien, oui, en ce sens, oui, on a contracté les temps. Ce qui peut vous paraître bizarre parce qu'on a vu dans le cours uniquement la dilatation du temps. Mais en fait, ces dilatations, quand on parle de dilatation du temps, on parle d'une dilatation par rapport au temps propre, c'est-à-dire au temps mesuré par la particule. Voilà, par rapport à delta t mu. Donc si on inverse cette formule, on trouve qu'effectivement, le delta t du point de vue de la Terre est dilaté par rapport au temps propre de la particule, puisque gamma est plus grand que 1, toujours plus grand que 1. Voilà, alors maintenant question 3, épaisseur traversée mesurée par le muon. Donc l'épaisseur traversée mesurée par le muon, ce n'est pas delta x mu. D'accord? Ce n'est pas delta x mu. Delta x mu vaut combien? Eh bien, x mu égale 0 tout le long de la trajectoire du muon. Donc delta x mu, c'est 0. Oui, c'est normal. Du point de vue du muon, eh ben, lui-même n'a pas bougé. Du point de vue du muon n'a pas bougé. Donc delta x mu égale 0. C'est pas ça qu'on veut dire quand quand on mesure une longueur dans un référentiel. D'accord? Ce que ça veut dire, c'est que on considère l'événement initial dans l'espace-temps et l'événement final dans l'espace-temps. Et on impose une synchronicité pour mesurer la position de ces deux points. Donc une synchronicité du point de vue du muon. Ok, pourquoi on impose une synchronicité? Eh bien, si vous voulez mesurer la taille d'un objet, effectivement, il vous faut la coordonnée des deux extrêmes au même moment. Car si l'objet est en mouvement, ça vous donnerait n'importe quoi. Donc là, on va être synchro du point de vue du muon, donc on impose delta t mu égale 0. Et delta t mu égale 0, on reprend cette formule-là, par exemple, on voit que ça correspond à delta tt égale v delta tx, c'est-à-dire vd. Ok. Et maintenant, on peut calculer l'épaisseur traversée de ce point de vue où delta t mu égale 0. Donc c'est le delta x mu. D'accord? Au début, j'avais écrit delta x mu, mais non, c'est pas delta x mu. Encore une fois, delta x mu égale 0. C'est pas delta x mu, c'est une autre variable. Donc ça peut porter à confusion d'appeler ça delta x mu en fait. Donc il vaut mieux lui donner un autre nom. Donc là j'ai choisi le nom d mu. La distance mesurée, c'est d mesuré par mu en fait. Voilà, donc là il faut utiliser la deuxième équation principale dans la transformée de Lorentz. Ok, utiliser le fait que delta tt égale v delta xt, donc on peut mettre delta xt en facteur, et encore une fois on a un moins v carré qui se simplifie. Finalement on trouve delta xt sur gamma. Voilà, donc d mu égale d sur gamma. Et on trouve bien une contraction des longueurs. Voilà pour l'exercice 3. Et pour l'exercice 4, donc là c'était vraiment du cours. On considère le mouvement d'une particule par rapport à un référentiel R. On a la position qui est un vecteur, d'accord? C'est en grain, hein, donc ça veut dire un vecteur.
C'était, j'espère que vous avez lu l'encadré en haut, qui vous dit que les vecteurs sont notés en gras. Ok, vous pouvez écrire avec des flèches si vous voulez. Donc x est un vecteur, v, la vitesse classique de la particule, est un vecteur, c'est juste dx sur dt. On note taux, le temps propre de la particule, alors quelle est la définition de la vitesse propre? C'est à la page suivante. Je vais zoomer un peu. Définition de la vitesse propre. Voilà, c'est juste une définition. U égale dx sur d taux. D taux sur dt en fonction de la norme de la vitesse, eh bien, puisque le temps propre, c'est la racine carrée de t carré moins x carré, eh bien, d taux sur dt, si je divise par dt, c'est comme si je divisais par dt carré dans la racine carrée. Donc ici, on a une belle simplification, ça donne 1, et ça, c'est le vecteur vitesse au carré. Le vecteur vitesse au carré, c'est pareil que la norme de la vitesse au carré. Et donc ça, c'est la définition de 1 sur gamma. Ensuite, l'expression de U en fonction de V et gamma. Ici, puisque U égale dx sur d taux, on peut faire intervenir dt ici, en haut et en bas, et on reconnaît ici gamma. On reconnaît gamma, et ici on reconnaît V, donc gamma V. On note le quadrivecteur position de cette manière. Alors, U mu à quelle expression? Alors, U0, par définition, c'est dx0 sur des taux, c'est-à-dire dt sur des taux, c'est-à-dire gamma. Et on vient de voir que le vecteur U, c'est gamma vecteur V. Donc, le quadrivecteur U mu, la composante 0, c'est gamma. Et les trois composantes 1, 2, 3 sont les trois composantes du vecteur gamma V. Donc, on peut écrire U mu de cette manière. D'accord? Et ensuite, la particule se déplace selon y à une vitesse égale à 1/4 de la vitesse de la lumière. Alors, quelle est la norme du quadrivecteur vitesse? Alors, pour calculer la norme du quadrivecteur vitesse, il faut prendre le produit scalaire entre U et lui-même. Comme on a vu, quand on n'est pas dans un repère orthonormé, il faut faire attention que le produit scalaire, c'est la somme des composantes contravariantes fois les composantes covariantes. Donc U mu en haut fois U mu en bas. On utilise la convention de sommation d'Einstein, c'est-à-dire que puisque mu est en haut et mu est en bas, implicitement on a une somme sur mu. La somme sur mu est implicite. On peut l'écrire si on a envie, mais c'est implicite. Donc, faut calculer cette somme. D'abord, pour mu égale 0, on a U0 en haut fois U0 en bas. Or, U0 en bas, par rapport à U0 en haut, c'est quoi? Eh bien, on a vu que pour passer l'indice de haut en bas, il suffit de changer le signe pour la composante 0 et de ne rien faire pour les composantes 1, 2, 3. Donc pour la composante 0, U0 en bas, c'est la même chose que moins U0 en haut. Donc,
on a U0 en haut fois moins U0 en haut, ça donne moins U0 carré. On continue dans la somme, on a le terme pour 1, pour mu égale 1, U1 et en haut et U1 en bas. U1 en bas, c'est la même chose que U1 en haut. Donc c'est juste U1 carré. Et puis pour 2 et 3, pareil. Donc U1 carré plus U2 carré plus U3 carré, c'est la norme standard du vecteur, enfin la norme du vecteur à 3 composantes au carré. Donc le vecteur U au carré. Voilà, alors on avait U0 égale gamma, on peut remplacer, donc ce terme donne moins gamma carré. On avait aussi U en fonction de V, c'est gamma V, donc c'est plus gamma carré V carré. On peut mettre gamma carré en facteur, on se retrouve avec V carré moins 1. Et V carré moins 1, c'est presque l'inverse de gamma carré, mais avec un signe moins devant. Donc, tout ceci se simplifie juste en moins 1. Moins 1, d'accord? Donc ça, c'est le produit scalaire entre U et lui-même. Ok, et donc la norme, c'est la racine carrée de la valeur absolue de ce produit scalaire. Donc c'est 1. D'accord, donc si on remet les unités, si on remet des unités arbitraires, c'est-à-dire qu'on dit que C n'est pas forcément égal à 1, la norme de U, dans ce cas-là, c'est pas forcément 1, c'est C. La norme du quadrivecteur vitesse, c'est C. Voilà, c'est ce qu'on avait vu dans le tout dernier cours. Dans le tout dernier cours, on avait bien vu que la norme du quadrivecteur vitesse, quelle que soit la vitesse, est égale à 1. C'est une propriété de l'univers. En fait, tout se déplace avec une norme de quadrivecteur égale à la vitesse de la lumière. Donc, autrement dit, dans l'espace-temps, tout se déplace à la vitesse de la lumière, mais pas forcément dans une direction spatiale. Ça peut être aussi dans la direction du temps, ou dans une combinaison de direction spatiale et direction du temps. Donc par exemple, un rayon lumineux se déplace à la vitesse de la lumière dans la direction spatiale et ne se déplace pas du tout dans la direction temporelle. Et un objet, donc par exemple le muon de tout à l'heure, dans le référentiel du muon, ne se déplace pas dans la direction spatiale, il ne se déplace ni en x, ni en y, ni en z, mais il se déplace sur l'axe des temps. Il se déplace dans le temps à la vitesse c. Voilà, et la Terre, de même, la Terre, par rapport à la Terre, se déplace à la vitesse de la lumière dans la direction des temps uniquement. Alors, il y a eu pas mal... alors, l'erreur la plus fréquente ici, c'est d'oublier le moins, de ne pas penser à remettre... quand on met U0 en bas, il faut bien penser que c'est moins U0 en haut, et du coup on a un moins ici. D'accord? Ici on a un produit, on a une norme, mais vous avez dû voir Matt que la norme dépend de l'espace dans lequel on est. Et là on n'est plus dans un espace euclidien. Donc la norme, c'est pas juste la racine carrée de la somme des carrés. La norme dans l'espace-temps, c'est la racine carrée de cette quantité ici. Donc on n'a pas juste la somme des carrés, on a la somme des carrés pour les composantes d'espace moins le carré pour la composante du temps. Alors une deuxième erreur fréquente, c'est qu'il y en a qui sont arrivés, enfin beaucoup moins fréquentes quand même,
Il y en a qui sont arrivés jusqu'ici, et puis qui n'ont pas vu que ça se simplifiait pour V général, parce que c'était pas écrit aussi clairement que ça forcément à ce niveau-là, parce que par exemple, oui, on pouvait décider de calculer d'abord gamma et puis de le remplacer en cours de route et puis à la fin de calculer V. Donc c'était pas évident que ça se remplaçait, mais malheureusement il y a eu des petites erreurs de calcul dans le calcul de gamma et dans le calcul de V qui fait que ça ne s'est pas bien simplifié pour donner -1. Voilà, donc c'est tout pour la correction du partiel. Et on va passer, je vais faire une autre vidéo pour la continuation du cours.